Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 10 avril et on commence par du football. Et oui, les supporters de l'OM privés de place demain soir au Portugal. Une info qui a fait grand bruit tout au long de la journée en réponse à un arrêté préfectoral interdisant la présence des fans du Benfica Lisbonne pour le match retour au Vélodrome. Le club lisboète a décidé hier soir de désactiver les places des supporters marseillais. À noter qu'hier, quelques minutes seulement avant la sortie de ce communiqué, l'Olympique de Marseille espérait encore voir ses supporters assister au match. Ce sera le cas de Karim. On l'écoute au micro de Flavio Noriga depuis l'aéroport Marseille-Provence en cette fin d'après-midi. On part là de suite à 16h, là. On est membre des Sweet Winners et on se déplace, mais avec un peu d'appréhension, mais on le fait quand même. Vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas certain de rentrer dans le stade demain pour le match? On n'est pas sûr à 100%. Malheureusement, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait un arrêté par rapport aux supporters de Lisbonne qui doivent venir, mais ils ont interdit. Nous, en tant que supporters, on se déplace, on le fait quand même. C'est l'amour du maillot, c'est l'amour de la ville. Et on va leur montrer qu'en fait, qu'on veut aller au stade et on rentrera au stade dans tous les cas. Un peu plus tôt dans la journée, Greg, supporter de la première heure abonné à l'OM, réagissait également sur nos ondes par téléphone. Il ne verra pas le match sur place. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas si le match on pourra y aller, donc du coup c'est par dépit que j'ai annulé parce que ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas de la faute du club portugais, c'est plutôt la faute du préfet qui a décidé qu'au match retour il n'y ait pas de supporters de Benfica, donc ça va dans les deux sens. Je pense que c'est acceptable par rapport à eux d'avoir désactivé les billets parce que du coup nous, ça aurait été le cas inverse, ça aurait été pareil. Donc voilà, faut comprendre, mais après, moi, ce que je comprends pas, c'est la décision du préfet d'annuler leur déplacement alors qu'il n'y a aucune animosité entre les deux clubs. Ça gâche la fête parce que, avant tout, le football, c'est une fête. Surtout, c'est un quart de finale d'Europa League. Des propos recueillis par Davy Moisson. On en reparle évidemment de tous ces rebondissements dans le bar des supporters en deuxième partie de programme avec Karim Attab arrivé à Lisbonne. Coup d'envoi de Benfica OM. C'est donc demain soir à 21h et à suivre en direct sur Radio Maritima. OM toujours, au moins une bonne nouvelle au sein de l'équipe. Rongier, Meïté, Nadir, Sarr et Klose blessés, vous le savez. Gay, Onana et Garcia non qualifiés. Jean-Louis Gasset, le coach, se retrouve face à un casse-tête pour composer son 11 en particulier au poste latéral droit. Le coach olympien devrait pouvoir s'appuyer sur un retour déterminant. Selon nos confrères de l'équipe, Chancel Mbamba, qui s'est blessé au genou face au PSG, a enfin pu participer à une séance d'entraînement hier. Sa capacité à jouer sera réévaluée en amont par le staff du club avant de prendre une décision. Affaire à suivre de nouveau dans le bar des supporters. L'actu nationale marquée aujourd'hui par la présentation du projet de loi sur la fin de vie en Conseil des ministres. Après plus d'un an de travaux, ce projet prévoit notamment l'instauration d'une aide à mourir sous condition pour des patients en fin de vie affectés, je cite, par une souffrance physique ou psychologique du fait de leur pathologie. Le texte est particulièrement équilibré, c'est ce qu'a estimé la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Ce projet de loi sera ensuite examiné fin mai à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris, c'est le début d'un long parcours parlementaire qui pourrait prendre jusqu'à 2 ans avant l'adoption définitive d'une loi. À noter la stratégie du gouvernement pour renforcer également l'accès aux soins palliatifs en France, qui a été dévoilée aujourd'hui. Depuis le 29 mars, un décret supprime les limitations d'importation de tabac entre la France et les autres pays de l'Union européenne. Alors qu'ils ont été forcés d'augmenter le prix de certaines marques, au 1er mars, les buralistes sont découragés. Payer des paquets de cigarettes à 12 € séduit de moins en moins d'acheteurs qui n'hésitent plus à franchir les frontières. Titou, gérant d'un tabac dans le quartier de Ferrières à Martigues, pense déjà à s'arrêter après 25 ans de métier. Il s'est confié à Sarah Le Guen.
Et puis l'augmentation, c'est une catastrophe. Ils vendent des clopes de partout, ils en vendent plus que nous. Et on a des charges à payer, on a des droits de revente, on a des droits de carottes, on a des charges énormes. Il faut que je paye mes factures, donc je ne peux pas aller acheter le tabac. L'assurance a augmenté de 400 € dans l'année. J'ai même pas eu un sinistre en 5 ans. Les droits de revente, c'est du 400 € par mois, alors qu'on n'en vend plus. Il faut bien les trouver, ces sous. On les trouve dans le stock qu'on avait. Mais le stock, il n'y en a plus. Et on va tout perdre, je pense. Alors moi, je suis petit, je vais tout perdre en premier. Mais il y en a que des employés, il y en a que des gros salaires, des gros crédits. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit de vendre celles de l'Europe. On est dans l'Europe. Pourquoi nous, on n'irait pas aux frontières acheter, les mettre sur nos linéaires et les vendre comme les épiceries, les coiffeurs, les kebabs. J'irais les acheter en Hollande ou j'irais les acheter en Croatie. Et après, je les revendrai dans mon commerce avec mon sourire parce que je fais ça depuis 25 ans. Donc. Et si les autres buralistes n'ont pas souhaité prendre la parole au micro de Maritima, la plupart se retrouvent également coincés entre augmentation des prix et suppression des limitations aux frontières. On vous emmène à présent chez Simone pour poursuivre ce journal, un centre d'hébergement et de réinsertion qui rend hommage à 3 femmes, Simone de Beauvoir, Simone Veil ou encore Nina Simone. Ce CHRS, géré par le groupe SOS Accueil des femmes en difficulté, était auparavant logé au centre Saint-Louis, un lieu très vite jugé inadapté. Les nouveaux locaux se situent désormais près de la gare Saint-Charles. Voyez sur place le reportage signé Cassandra Mourou. J'ai un petit balcon, j'ai là les sanitaires. Sonia nous ouvre les portes de son studio. Le parcours a été long pour cette soixantenaire qui a passé 11 mois à la rue suite à une séparation. C'est vrai, j'étais claqué, je dormais pas, je dormais dans les immeubles. Le matin, je trouvais un café ouvert ou un bar ouvert. J'entrais, je demandais un café, j'allais dans les toilettes, je me coiffais, je me lavais. Comme si je venais de me réveiller, voilà, ma journée commençait. Et le jour où ils sont venus me chercher, j'étais contente d'aller à Saint-Louis. Malgré qu'on était 8, il n'y avait pas d'intimité, il n'y avait rien, c'était... Mais quand même, je me suis reposée. Depuis le déménagement du centre, les conditions de vie sont meilleures. Une nécessité pour avoir le soutien de la ville. Audrey Garino, adjointe en charge de la solidarité. L'enjeu pour nous, c'était, au-delà de la création de places nettes, et il y a 12 places supplémentaires créées sur ce site, c'était aussi l'humanisation. Parce que c'est pas tout de créer des places. Ce que nous avons découvert en prenant nos fonctions, c'est des lieux de vie indignes. Et l'ancien CHRS Saint-Louis, qui est devenu chez Simone, était de ce point de vue-là un cas d'école. Et donc effectivement, notre engagement à nous, c'est aussi d'améliorer les conditions de vie, parce que par l'amélioration des conditions de vie, il y a aussi évidemment des possibilités derrière d'accompagnement social bien plus fortes. L'État est également financeur. Selon les chiffres de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le taux de précarité chez les femmes est de 29%. C'est 2 fois plus que chez les hommes. Et sachez que la ville de Marseille comptabilise environ 450 défauts de mise à l'abri au sein de la ville. Selon les derniers recensements, le prochain aura lieu lors de la nuit de la solidarité. Ce sera jeudi 16 avril. Nouvelle technologie au service de la santé, une puce électronique qui permettrait de restaurer le toucher. C'est un projet qui peut faire penser à un film de science-fiction et pourtant, il existe bel et bien. Le département de recherche de l'école des mines, la célèbre école de Saint-Étienne à Gardanne, a mis au point un prototype. On le découvre en détail à travers ce reportage de Flavio Noriga. Voici le fameux prototype du programme Flexeo. Rien d'impressionnant à l'œil nu, mais ce gant pourrait permettre de restaurer le toucher. Mais comment fonctionne-t-il ? On écoute les explications de Sylvain Blaillac, chef de projet. Et quand je vais toucher fort, n'importe quoi, un objet, en fait, je vais avoir une interaction mécanique qui va se créer avec le capteur, qui va être renvoyé sur le cœur du système, la corléa, qui va le traiter et qui va le renvoyer sur mon avant-bras. Je vais avoir un manchon qui va être posé sur mon bras. Ce manchon va réinjecter des sensations tactiles, mais un peu plus loin, à l'endroit où mes perceptions nerveuses auront été préservées. Cette innovation pourrait à long terme servir dans de nombreux domaines, de la médecine au simple jeu vidéo. Les possibilités sont multiples selon Sylvain Blaillac. On pense vraiment diversifier ce système-là, c'est-à-dire que ce concept de perception, il peut être étendu à plein d'applications potentielles qui peuvent aller du domaine médical à interface homme-machine à application de jeu par exemple,
Et ça, c'est des applications que pour l'instant on entrevoit mais qu'on n'a pas forcément toutes creusées et qu'on peut se proposer de creuser à partir du moment où on disposera d'un dispositif qui sera fonctionnel et qui pourra être testé. Cependant, il faudra patienter pour découvrir la deuxième version du projet et toutes ses possibilités. 3 ans devraient être nécessaires pour finaliser cette nouvelle phase. On parle environnement, le trait de côte évolue sous l'effet de processus naturels, mais également sous l'effet d'activités anthropiques comme l'urbanisation. On parle bien sûr de l'élévation du niveau de la mer et du recul du trait de côte, phénomène dont il faut être attentif dans notre région particulièrement, et c'est le cas à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Écoutez le maire Martial Alvarez au micro d'Adrien Etiamble. On travaille avec les services de l'État d'une manière plus concertée, où on prend les choses pragmatiquement pour voir comment on installe soit une stratégie de résilience, soit une stratégie de recul. Moi, sur la partie qui me concerne en tout cas, je suis plutôt des élus qui vont dire « je ne souhaite pas que nous reculions de manière désorganisée ». Premier état des lieux, et notamment dans le cadre de mon mandat d'élu départemental, je veux que nous voyions comment nous puissions nous adapter, comme certains pays, notamment du nord de l'Europe, le font, en essayant de cultiver une idée de résilience et d'adaptation. Et après, on verra, si ces schémas ne sont pas possibles, comment on prépare du foncier pour, entre guillemets, reculer, s'adapter. Le changement climatique et le recul du trait de côte, c'est une réalité, je le conçois. Maintenant, moi, je fais de la politique. Donc maintenant, c'est quelle réponse politique nous mettons en œuvre face à ça. Pour moi, l'inaction n'est pas la meilleure des méthodologies, comme se dire qu'on va faire que reculer. Non, il faut aussi se dire comment on s'adapte. Sur la côte bleue, sachez que le trait de côte préoccupe également la ville de Cary. Attend d'ailleurs le rapport du Bureau de recherche géologique et minière d'ici quelques semaines afin d'évaluer les risques relatifs au sol et sous-sol. On vous tiendra évidemment au courant. Allez, retour au sport avec la fin de série pour les handballeurs istréens. La superbe série de 7 victoires consécutives en Pro League s'est arrêtée hier à la halle polyvalente. Les joueurs de Gilles Dereau ont été battus à domicile 29-33 par le leader Tremblay. Écoutez la réaction du pivot istréen Geoffroy Carabas au micro de Jean-Michel Darras. Beaucoup de déception parce que on avait mis l'énergie au début du match. On a perdu à la 45e minute, on a un peu baissé d'intensité, ça nous a coûté des pertes de balles, on a pris des montées de balles. On a essayé de leur faire la guerre, on a tenu à mi-temps 15-16, alors qu'on était à -3, on revient avant la mi-temps. Et à un moment, ils font le trou entre la 45 et la 52e et on n'arrive pas à recoller. Difficile, il y a des détails qui nous coûtent cher. Maintenant, c'est pas fini, on a toujours notre objectif, deuxième place. Et puis, si on peut les recroiser en finale, on fera tout pour. En basket, quelle déception pour les Phocéens. Encore une défaite sur le fil qui coûte très cher aux basketteurs. Hier soir pour le derby du Sud, les Bayeurs se sont inclinés face à Antibes 81-80. Un tout petit point d'écart, mais une conséquence très importante pour les Phocéens qui replongent dans la zone de relégation. Place à la réception de Denain, 16e au classement et premier non relégable. Ce sera vendredi à la halle Henri Juita, un choc où il serait bon de briser la malédiction. C'est mercredi, on parle ciné, alors non pas pour parler sortie, mais plutôt film qui cartonne. Et c'est le cas de Dune 2, l'un des longs métrages le plus attendu de l'année. L'adaptation du roman éponyme de Frank Herbert, signé Denis Villeneuve, avec ce casting XXL. Timothée Chalamet, Christopher Walken, ou encore Léa Seydoux et Charlotte Rampling, autour des rapports de l'être humain, de son environnement avec les écosystèmes. Eh bien, sachez que depuis sa sortie en salle, depuis bientôt 1 mois et demi, Dune 2 enregistre 3,5 millions d'entrées. On vous invite d'ailleurs à replonger dans les toutes premières réactions qui sont souvent les bonnes. C'était au pâté plan de campagne en IMAX comme en 4DX. Les spectateurs étaient conquis au micro de Jeff. Il y a un nouveau dicton. Avant-première pluvieuse, avant-première heureuse. Dune en IMAX, en 4DX. Les toutes premières réactions au cinéma pâté à plan de campagne. Je pensais pas que ça serait facile de faire aussi bien que le 1, mais ils ont réussi. On en a pris plein les yeux, les oreilles et le corps. Ça répondait à mes attentes, clairement. Maintenant, je suppose qu'il va y avoir une suite et je suis très impatient de voir la suite. Ça correspond bien à l'histoire de base, quoi.
C'est bluffant, il y a des effets spéciaux, il y a une histoire, il y a une morale derrière tout ça. J'ai beaucoup aimé. Ce qui était très original chez Frank Herbert, c'est qu'il avait aussi inventé, c'est le premier à faire une civilisation avec tout un glossaire propre. Et ce qu'a fait celle d'Harry Potter, elle a simplement continué dans cette même voie. Il y a du Frank Herbert chez elle parce qu'elle invente une civilisation dans un autre monde. C'est un peu un film où le deuxième volet est meilleur que le premier. Et c'est souvent rare que le deuxième volet soit meilleur que le premier. On a Terminator, on a l'Empire contre-attaque, on a des films comme ça, mais là c'est vraiment, vraiment bluffant. Alors l'expérience IMAX, c'est magnifique, c'est grandiose, ouais, c'est génial. Ouais. C'est spectaculaire. On est immergé, en fait, on est dedans, on est en immersion complète. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Là, c'est grandiose, hein. Ce sont des décors qui sont grandioses, donc automatiquement, ça aide pas mal. Il faut vraiment aller le voir, c'est magique. À voir maintenant s'il y a une troisième partie. Je pense que oui, ça serait bien qu'il y ait une trilogie quand même pour boucler un peu tout ça. Ouais. Dune 2 qui s'inscrit donc dans le top 5 des films du moment, derrière Godzilla face à King Kong, le nouvel empire, ou encore Kung Fu Panda 4 et Ducobu passe au vert. Alors c'est bientôt les vacances, si vous n'avez pas encore vu Dune 2, profitez-en. Et puis on va prendre un petit peu d'élan au pâté plan de campagne. Sachez que vous pourrez voir 2 Superman, sinon rien, ce sera le 18 avril pour une soirée spéciale. Et on prend de l'élan également pour le marathon Star Wars, avis aux fans, tous les épisodes de la saga à découvrir le week-end des 4 et 5 mai, toujours au pâté plan de campagne et également au multiplex Le Palace à Martigues. Un mot de météo avant de se quitter. Comme prévu, le Mistral a soufflé fort aujourd'hui. Des rafales exceptionnelles ont été relevées en fin de matinée à 120 km/h au Bec de l'Aigle à La Ciotat, 108 km/h à Marignane ou encore 104 km/h à Martigues comme à Istres. Le Mistral qui sera encore présent demain, mais à moindre mesure. On voit ça d'ailleurs dans un instant avec les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Très belle soirée à tous, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.